Voilà, tout le monde est ouvert. Eric, bah, tu veux bien commencer si tu veux bien. Donc Albert Malaquin, tu évoquais mon nom tout à l'heure Oui. sur la partie valeur vénale. Merci pour cet exposé, ça me clarifie chaque jour un peu plus les enjeux de l'économie circulaire dans nos métiers. J'avais deux questions. La première, tu nous as parlé de la création d'une base de données pour référencer l'ensemble des passeports circulaires chez Upcyclea. Est-ce qu'il en existe d'autres en Europe ou dans le monde? Et si oui, comment recommander à un maître d'ouvrage le bon référentiel? Est-ce que vous avez tous les bonnes pratiques et vous parlez tous la même langue et le passeport, tous les sujets sont au même, enfin, est structuré de la même façon? Ça, c'est ma première question sur la base de données. Mmh. Et enfin, tu évoquais le fait qu'il y avait un enjeu de mise en œuvre des matériaux parce que ce sont des matériaux qui doivent par nature être démontables puisque recyclables à terme. C'est mieux, oui. C'est mieux. Donc, comment est contrôlée la bonne mise en œuvre des matériaux sur un chantier? Et qui en a la responsabilité? Juste pour préciser ta question, la bonne mise en œuvre, tu veux dire que c'est quoi? Que c'est les bons matériaux qui Et sont que bien c'est les bons installés? matériaux et qu'ils sont bien mis en œuvre parce que quelque chose qui est démontable, c'est très bien. Il faut que ça soit clipsé, j'imagine, d'une certaine façon. Si quelqu'un arrive sur un chantier pour ensuite le sceller avec du béton, le caractère démontable Tout à fait. de peut-être, je vais dire n'importe quoi, Mmh. d'un encadrement de porte ou de fenêtre, bah, en fait, il faut y aller au marteau-piqueur pour le démonter. Et certainement que les matériaux à ce moment-là réemployés ou réemployables potentiellement ne le deviennent, perdent une partie de leur recyclabilité. Tout à fait. Donc, c'est bien parce qu'on rentre dans le très concret. Alors, pour répondre à ta première question, non, aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel équivalent à celui qu'on a déployé. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 passeports. On aura 20 000 à la fin de l'année et 100 000 l'année prochaine parce qu'on connecte en fait des gens qui ont des données éparses mais qui ne sont pas constitués en passeport circulaire. La notion de passeport circulaire est assez récente. En fait, comme je disais, elle a émergé il y a 6-7 ans à l'occasion d'un projet européen. Et elle a été intégrée formellement dans la version 4 des critères Cradle to Cradle. Donc, de plus en plus de fabricants, de toute manière, s'ils veulent se faire certifier, en tout cas s'ils sont intéressés par ça, devront produire des passeports circulaires. Donc, nous, on s'est inspiré en fait des travaux qu'on avait fait en fait sur BAM pour justement en fait avoir un passeport qui soit compatible mais simplifié. C'est-à-dire qu'on a cherché à ne prendre en fait que les informations qui étaient utiles pour l'upcyclabilité ou le remploi des produits. Dans la V4, en fait, la version 4 et des critères Cradle Cradle, le passeport est très, très bavard. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont demandées. Et nous, on a estimé qu'il y avait une bonne partie, en fait, qu'on peut mettre à titre informatif. Mais il y a la partie qui est vraiment intéressante, c'est celle qui nous dit c'est quoi la composition, c'est quoi l'empreinte carbone, c'est quoi les prochaines vies, etc. Parce il faut qu'il y ait le minimum d'efforts à faire pour l'utilisateur. Donc, pour répondre clairement à ta question, aujourd'hui, cette librairie est en train de se constituer par nos soins. Ce sont les fabricants aujourd'hui qui les rendent. Il y a à peu près aujourd'hui 125 fabricants avec, donc, je disais, plus de 2000 produits en fait, qui sont référencés. On ne sait pas comment ça va devenir demain. Donc, tu aurais pu aussi poser, tu ne l'as pas posé, la question de la nomenclature, parce qu'il y a le passeport circulaire en format, mais il faut aussi qu'il y ait une nomenclature matière qui sous-tend en fait ce format-là. Donc, là aussi, nous, on est prêt en fait à travailler en open source là-dessus. On veut que les choses avancent. Donc, le travail qui est fait, on le mettra à disposition dans le cadre de travaux plus internationaux ou plus globaux. Et en ce qui concerne ta seconde question sur les chantiers, il y a euh, deux possibilités. Alors, il y a déjà être clair en fait sur ce que l'on veut. Ensuite, il faut vérifier que ce qui est livré est bien conforme à ce qui était prévu. Et on a sur des chantiers, on a pas mal de mauvaises surprises. Parfois, il y a un bon produit qui est commandé et puis c'est un produit équivalent, on va dire, enfin, fonctionnellement qui est livré. C'est pas le bon, c'est pas le même. Et il y a souvent des problèmes de contrôle sur les chantiers. Euh, Avec un outil comme celui que je vous parlais, en fait, par les codes barres, en fait, c'est assez facile de pouvoir vérifier si c'est le bon produit. Et après, ta question hyper pertinente de dire, OK, mais comment je m'y prends pour finalement garantir la démontabilité? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est que en tant qu'installateur, par exemple, d'un produit, si justement j'ai son passeport circulaire, j'ai ses guides de montage et de démontage. Je prends l'exemple
banale, je dirais, d'une moquette, je peux la coller ou je peux avoir utilisé des systèmes de fixation à sec, ce que proposent des gens comme Interface, par exemple, au Target. Donc ça, déjà, c'est le faire correctement. Donc, il faut cette acculturation dont on est en train de parler, elle s'applique tout au long d'une chaîne, y compris au niveau du petit artisan qui va venir installer la moquette. Donc ça, c'est le fait de transmettre cette philosophie-là, si je puis dire, en fait, à tous les acteurs. Cette conduite du changement, en fait, est importante et tout le monde doit y travailler. Et enfin, pour éviter, si même la moquette a été bien posée, ou enfin, la moquette, c'est peut-être moins un bon exemple, mais en tout cas, éviter que si j'ai installé correctement quelque chose qui sera ensuite enclavé dans quelque chose d'indémontable, ben, c'était un petit peu l'origine du BIM, c'était ça, c'était de faire collaborer des corps de métier collectivement pour éviter que, en fonction de leur moment d'intervention, ils viennent dénaturer le travail, par exemple la démontabilité, ce qui a été fait par l'intervenant précédent. Trop souvent, je trouve que le BIM, on l'utilise plutôt pour la maquette et pas assez pour la dimension collaborative. J'ai vu en Hollande des chantiers où justement cette dimension collaborative était très très forte et notamment en s'appuyant sur le BIM 4, etc. On arrivait à séquencer vraiment les interventions des uns et des autres, non seulement pour ne pas dénaturer la démontabilité, mais pas aussi refaire des choses ou dénaturer l'étanchéité ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un BIM bien utilisé dans une approche très collective peut être très utile pour garantir la démontabilité. Enfin, bon, voilà, quand on fait des OPC, des opérations de contrôle sur les chantiers, ça fait partie de ces nouvelles tâches de s'assurer justement que non seulement l'étanchéité n'a pas été perdue, mais qu'aussi la démontabilité ne l'a pas été. Donc, c'est des nouveaux métiers ou des nouvelles affectations, des nouvelles tâches supplémentaires aux métiers existants qu'il faut penser. Mais cette notion de formation, d'acculturation, pour participer tous à une chaîne circulaire et chaque action de chaque intervenant est importante parce qu'un seul maillon de la chaîne peut bloquer tout le reste. En fait, pour avoir un super potentiel de cyclabilité ou de réemploi, mais si ça a été mal fait par un intervenant, ça plante toute la chaîne. Donc, tout ça va être important. Il faudra du temps, mais on en a. Ok, merci. Je me lance si je peux. Raphaël. Oui, pardon. Vas-y. Donc, Raphaël Bourg, moi j'ai 3 questions assez rapides. La première, nous dans le cadre de nos projets, donc on intervient en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage sur des projets de construction et de rénovation. Et la plupart du temps, on s'adjoint d'un AMOQE dans le cadre de nos projets qui du coup nous fait des préconisations sur les certifications environnementales qu'on pourrait viser dans le cadre du projet, etc. Donc je voulais savoir du cradle to cradle. Ma deuxième question, c'était est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec des labels ou des certifications existantes? Si oui, lesquelles? Et ma troisième question, aux États-Unis, ils ont le Living Future Institute qui a fait une red list de tous les matériaux de construction qu'il faut absolument ne pas inclure dans des projets que je trouve à titre personnel plutôt bien faite. Et je voulais savoir si vous aviez l'ambition aussi de formuler une liste des bâtiments. Alors, pour ta première question, Raphaël, en fait, sur la partie certification, donc l'usage de produits vertueux qui sont soit en fait circulaires, soit sains, donne des points en fait dans des référentiels comme LEED, BREEAM ou L. Donc, quand on utilise par exemple il y a eu des accords entre le Cradle to Cradle Product Innovation Institute et puis donc l'organisme en fait qui produit en fait LEED et BREEAM, les organismes. D'ailleurs, le président aujourd'hui du Cradle to Cradle Product Innovation Institute, c'est l'ancien vice-président en fait j'ai oublié le nom, excusez-moi, du US Green Building, qui produit en fait le LEED. Donc, il y a eu des accords en fait pour dire si vous utilisez des produits vertueux, vous gagnez des points. Donc ça, c'est pas négligeable. Le fait aussi de pouvoir, sur certains référentiels, comme le référentiel BBCA par exemple, le fait de pouvoir démontrer et justifier qu'on a une certaine gestion des produits permet aussi de gagner des points. Ça, on pourra en discuter plus spécifiquement en fait, si vous le souhaitez.
Sur le second, vous dites avec quel label on travaille, je dirais, nous, on n'est pas là pour… enfin, nous, je dirais, nous, au sens large, je pense qu'il faut travailler avec tous les labels qui sont utiles. Ce n'est pas le fait avec un label plutôt qu'un autre, en fait, qui est une bonne chose, c'est à quoi ça sert. Si je dépense beaucoup d'argent pour un label, mais que c'est juste un diplôme que je mets sur mon mur ou je fais une opération de communication, mais que ça n'a pas d'impact sur la réalité de l'économie circulaire, par exemple, parce que ben voilà, ça n'augmente pas, enfin, ça ne mesure pas en fait mon degré de circularité, de santé, etc. Bon, ben, j'aurai un label, peut-être on me l'a demandé, donc je l'ai fait, j'ai payé en général assez cher. Voilà. À quoi ça sert? Je pense qu'il faut juste poser la question de à quoi ça sert. Donc, il y a des labels qui sont plus ou moins utiles que d'autres. Et tout manière, tous les labels sont utiles au sens où, au moins au début, ils ont permis d'aider à changer les mentalités. Après, en quoi est-il utile? Donc, nous, par exemple, ce qu'on nous demande, c'est du référencement, on appelle du référencement Cradle pour les bâtiments, où c'est un petit référencement qui permet de dire si le bâtiment est dans la philosophie Cradle. Ça peut être intéressant, mais l'intérêt pour moi des labels, si je vois un intérêt et que j'ai effectivement qui est hyper important, c'est que ça permet, quand c'est un peu, quand les acteurs ont parfois des réticences, ça permet de cadrer tout le monde et d'aligner tout le monde. Donc, si on sait qu'au bout, il faut un certain nombre de labels et que ça demande d'être vertueux, là, on n'a pas forcément envie de l'être, ou pour différentes raisons, on n'est pas tout de suite, ben, ça permet d'accélérer les choses. La red list, en fait, nous, on s'appuie là dans les… vous avez vu qu'on a des petits pictos et puis donc on mesure le degré de non-toxicité d'un bâtiment en utilisant aujourd'hui ce qu'on appelle la liste bannie du Cradle to Cradle. C'est la liste aujourd'hui qui nous semblait la plus complète en fait. Il y a 50 scientifiques qui l'ont définie. Bon, elle évolue à chaque version. Donc la red list, je ne connais pas le détail de cette red list là, je ne sais pas les comparer. Peut-être qu'on pourrait imaginer dans le futur en fait qu'on demande de choisir entre l'un ou l'autre pour faire une espèce de notation. En tout cas, aujourd'hui, nous on utilise en fait la liste bannie du Cradle. Je peux éventuellement ça va prendre un peu de temps. Je vous montrerai dans le webinaire suivant qui donne en fait la liste des molécules qui sont interdites et en fonction des seuils. Donc, plutôt que d'interdire d'avoir une red list basée sur des produits, ça me semble plus intéressant d'avoir une red list, si je puis dire, basée sur des molécules. Parce que parfois, une molécule, selon qu'elle soit bien fixée ou mal fixée, ou selon qu'un cycle est fermé ou pas, eh bien, elle peut s'avérer indispensable donc pour une certaine fonctionnalité. Donc ça, c'est à voir. Ça dépend vraiment des scénarios d'usage. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, juste le rôle de la MOQE dans le process. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut devenir vraiment une assistance en fait en termes justement de l'aide au choix des produits, peut-être en s'appuyant sur ce genre de librairie. Donc c'est peut-être un rôle qui peut évoluer justement vers un rôle de conseil en matériaux de qualité et pourquoi pas un système constructif. Ça dépend de ce qu'on met derrière. En fait, ça peut très bien devenir le ressource manager délégué de l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Il nous reste 2 minutes. Eric, moi j'avais une petite question, donc Sophie Allais. C'était est-ce que les architectes se manifestent parce que du coup, certes, c'est nous les promoteurs, on travaille avec des architectes, mais est-ce que les architectes sont aussi touchés par ça, ont une implication à travailler avec des nouveaux matériaux parce que là, du coup, on leur impose certaines choses aussi. Alors, les architectes, c'est comme tout en fait. Il y a des architectes qui sont par nature passionnés par la dimension environnementale. Donc, ils vont eux-mêmes vouloir innover au niveau des matériaux, mais avec un impact qui a du sens. Donc, et puis d'autres architectes en fait qui découvrent ça un petit peu dans le cadre d'un projet bâtiment circulaire. Je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, on a les deux. On a les deux. Donc, et il n'y a pas de contrainte vraiment pour les architectes pour la bonne raison que on ne parle pas de 100% dans ce dont on parle là.
c'est compliqué et probablement pas réaliste, en tout cas avant un certain temps, de caractériser 100% d'un bâtiment. Comme je disais tout à l'heure, dans la phase de construction circulaire, en général, on se met d'accord pour mettre le pourcentage massique de produits, alors par corps d'État, qu'on veut vraiment maîtriser d'un point de vue circulaire. C'est peut-être 30, 40, 50. Là, les projets que je vous ai montrés, c'est entre 30 et 60. Et parfois, une fois qu'on a fait le travail, on s'aperçoit que c'est plus. Mais du coup, ça laisse aussi une porte ouverte à des produits qui ne sont pas encore vertueux, mais dont on a absolument besoin en termes de fonctionnalité, ou peut-être une créativité qui n'est pas compatible avec des cadrages ou des contraintes en fait, matière. Donc, il faut vraiment avoir cette flexibilité-là. Donc, il ne faut pas avoir que du cradle, c'est impossible. Il faut avoir des produits qui peuvent être, mais qu'il faut avoir des produits qui soient le plus équivalents, même si ils ne sont pas certifiés en termes d'impact, et avoir un pourcentage, un seuil de produits globalement circulaires, semi-circulaires, qui soient compatibles avec les contraintes financières, calendaires, techniques ou créatives. Et ça, c'est fait c'est conclu c'est défini lors de la phase APS de projet en général. Eric, bonjour, Mathieu Collot. Je suis architecte justement et j'ai commencé à parler un petit peu de Psycléa avec certains promoteurs locaux. Et en fait, le premier point qu'ils abordent, c'est ils n'y trouvent pas leur compte au niveau financier. C'est-à-dire qu'eux ne vont pas bénéficier du resource management puisque c'est plutôt dans une seconde. Enfin, eux, ils sont là au début du bâtiment. Et du coup, j'ai un peu du mal à faire passer les arguments de l'économie circulaire en général par rapport à l'avantage financier immédiat qu'ils pourraient tirer de ça. Et le deuxième point qui est tout de suite amené, c'est que les entreprises, les intervenants sur le chantier ne sont absolument pas sensibilisés à ça. Et il y a un effort considérable à fournir pour que chacun remplisse des passeports circulaires, etc. Donc voilà les deux freins que j'ai rencontrés pour l'instant avec les promoteurs. Oui, c'est assez classique. Alors, il faut savoir que ces freins-là, en fait, existent. Mais vous voyez, ces projets-là, ils existent aussi. Donc, ça veut dire qu'ils sont surmontables. Évidemment, quand on change de courbe, quand on change de paradigme et de modèle et de système, ben, ça nous sort de nos habitudes. Donc, je veux parler d'une personne en particulier sur l'exemple que je vous donne, mais les entreprises de construction d'un grand groupe qui avaient l'habitude de travailler d'une certaine manière, en fait, ont dû s'adapter, revoir leur processus. Mais c'est comme le HQE, il y a quelques années, ça me paraissait insurmontable, comme la construction bois, ça me paraissait insurmontable. Et puis après, quand on s'y met, on s'aperçoit que c'est mieux, et puis que ça devient la norme. Donc là, oui, il y a du temps. En fait, forcément, il faudra du temps d'acculturation et de formation. Et moi, ce que je dis en fait, quand on pose ces questions-là, c'est de se dire, tout le monde n'est pas forcément prêt. C'est comme pour les architectes, la question de Sophie tout à l'heure, il y a aussi des promoteurs qui sont prêts, d'autres qui le sont moins, d'autres qui veulent se différencier tout de suite, d'autres qui s'en foutent, d'autres qui le font uniquement parce qu'on leur demande. Là, je dirais, chacun se reconnaîtra. Il faut travailler avec ceux qui sont prêts parce que c'est toujours toute révolution ou évolution culturelle est toujours basée sur des minorités significatives. Et en général, on sait qu'il faut à peu près 16%. Donc, en général, il y a ce qu'on appelle les pionniers. C'est à peu près c'est quelques pourcents. Et après, quand on a atteint, il y a des études là-dessus, à peu près 16% on va dire, de participation, enfin d'engouement. En tout cas, il y a une bascule qui se passe. Et au final, ceux qui n'étaient pas prêts sont obligés de s'y mettre. Et aujourd'hui, tout le monde a des téléphones sans fil, même s'il y a des réfractaires en fait, à ça au départ. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, voilà, je t'ai mis sous les yeux, tu vois, voilà, des arguments qui peuvent être plus ou moins portés selon les promoteurs. C'est un moyen de se différencier quand ils répondent à des appels d'offres. C'est un moyen aussi s'ils sont peut-être en gré de dire votre client travaille avec nous parce que nous, on vous permet de faire ça et pas d'autres. De parler à leurs clients de leurs clients, c'est-à-dire si on vous construit de telle manière, vous y trouverez des intérêts en matière de commercialisation, d'économie, voire de revenus, et puis de mieux contribuer à votre neutralité carbone. Nous, on rencontre de plus en plus de foncières et de bailleurs, et tout le monde, on n'a pas le choix, tout le monde devra être neutre carbone en fait d'ici 2050, même si ce n'est pas demain, c'est pas si loin que ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'organisent aujourd'hui, qui se posent beaucoup de questions.
Et des promoteurs, à mon avis, hein, aujourd'hui, qui ne sont pas capables de répondre à ces questions des foncières et des aménageurs, qui disent comment vous allez m'aider à atteindre la neutralité carbone 2050 ou bien avant, sont en train de se laisser licencier par ceux qui ont des réponses. Ok, merci. Voilà, ben, écoutez, il est l'heure, donc je vous remercie beaucoup de votre participation. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez rejoindre l'Alliance pour partager vos savoir-faire, vos bonnes pratiques, etc., ou vos besoins, n'hésitez pas. Écrivez-nous et puis on va envoyer la présentation. Comme ça, vous pourrez vous y référer si nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. À demain. À demain. Demain, oui.